En 1380, la France est en passe d'éliminer l'influence anglaise sur le continent grâce au règne efficace de Charles V. Mais sa mort va marquer un nouveau plongeon du royaume. Premier problème, Charles VI n'a que 12 ans lorsqu'il monte sur le trône, ce qui favorise les révoltes, notamment en Flandre, qui est favorable aux Anglais pour des raisons économiques. Pour calmer tout ça, le comté de Flandre est placé entre les mains du frère de Charles V, qui est aussi duc de Bourgogne. Ça fonctionne à court terme, mais ça va s'avérer dramatique au final. En 1392, Charles VI connaît un premier accès de démence et 2 personnages en profitent pour prendre les rênes. Le frère du roi Louis d'Orléans et le nouveau duc de Bourgogne, Jean sans Peur. En tant que comte de Flandre, ce dernier veut ménager les Anglais alors que Louis d'Orléans veut poursuivre la lutte. Ça se règle pas du tout à l'amiable. En 1407, Jean sans Peur fait carrément assassiner Louis d'Orléans, ce qui ouvre une terrible guerre civile entre 2 camps. Celui des Bourguignons, mené par Jean sans Peur, proche des Anglais, et celui des Armagnacs, mené par le fils de Louis, Charles d'Orléans. Le royaume est ravagé et en 1415, le roi d'Angleterre Henri V peut tranquillement débarquer en Normandie pour conquérir le pays sinistré. Charles d'Orléans cherche à l'intercepter, mais il subit une défaite désastreuse à Azincourt. Toute la chevalerie française est décimée par les archers-longs anglais, et Charles d'Orléans lui-même est fait prisonnier. Au traité de Troyes, le roi d'Angleterre parvient à se faire reconnaître comme l'héritier du royaume de France. Il n'a plus qu'à attendre la mort de Charles VI pour récupérer le tout. Déconsidérée, la France perd tout contrôle sur la papauté. En 1417, c'est la fin de la lignée des papes d'Avignon. Il se produit alors un événement improbable. En 1422, Charles VI et Henri V meurent à quelques mois d'intervalle, ce qui réembrouille la succession. Comme Henri VI n'a que 6 mois, le fils de Charles VI en profite pour rappeler qu'il est candidat au trône. Du coup, la guerre continue de plus belle, et la France se retrouve divisée en 3. Le royaume de Charles VII, au sud de la Loire, hors Guyenne, celui de Henri VI au nord, et celui du nouveau duc de Bourgogne et comte de Flandre, Philippe le Bon. Celui-ci s'étend également vers le Saint-Empire par des mariages et des héritages. C'est dans ce contexte qu'en 1429, la plus célèbre paysanne de France vient remonter le moral chancelant de Charles VII en se disant missionné par Dieu. Peu après, la levée du siège d'Orléans par les Anglais accrédite les propos de Jeanne d'Arc et provoque un engouement général pour le camp de Charles VII. Celui-ci peut alors s'avancer jusqu'à Reims, où il obtient le sacre qui légitime son titre de roi de France. Jeanne d'Arc est capturée peu après par les Bourguignons et brûlée vive par les Anglais le 30 mai 1431. Mais Charles VII conforte son avance et pousse le duc de Bourgogne à signer la paix en 1435. Il tente aussi de renforcer l'armée royale aux dépens des troupes privées et seigneuriales. Mais c'est pas du goût des barons qui tiennent à leurs privilèges. En 1440 éclate la Praguerie, encore une guerre civile. Mais contre toute attente, Charles VII triomphe et se retrouve en position de force face aux Anglais. En 1450, la Normandie est entièrement reconquise. Puis c'est au tour de la Guyenne de subir le même sort. Bordeaux est reprise le 5 octobre 1453, ce qui marque la fin de la guerre de 100 ans. Seule Calais reste anglaise sur le continent. La France doit en partie ses succès à l'utilisation innovante de l'artillerie, un domaine qui lui permettra de poursuivre son expansion jusqu'en 1815. Décidément, on voit partout s'allumer les premiers signes de la Renaissance. Pour clôturer cette vaste page du Moyen-Âge, quoi de mieux que de terminer par l'Espagne ? Elle marque à la fois la fin d'une époque, avec la prise de Grenade, et le début d'une autre avec Christophe Colomb.